Salut les dinos, comment allez-vous? Haha, mais c'est que je ne vous entends pas. Oui, j'ai déjà fait cette vanne, Jean-Mi. Et alors, tu veux qu'on se batte? Oui, qu'on se batte! Bon, qui c'est qui est inquiet quand on parle du réchauffement climatique? Tout ça? Alors ici Mathieu, votre chef de bord, rendez-vous toutes et tous au wagon-bar voiture 14, préparez vos titres de transport en cas de contrôle, et tous à bord du Crazy Train! Ah! Parce que c'est notre projet. Moi je pense que la question elle est vite répondue. J'aime me battre. Ah, c'est pas faux. Ça fait partie de la psychanalyse. Que la puce à mouille. Nani? Bon, je n'apprends rien à personne, les changements climatiques sont une légère menace pour notre espèce, notre santé, les autres animaux, la biodiversité, les écosystèmes, les ressources naturelles, la planète, bref c'est la merde. Ça va pas s'aller Ça va pas s'aller. Ça va pas s'aller. Habile. Et on va pas se le cacher, devant le peu d'actions menées au niveau mondial pour lutter contre ce réchauffement climatique, ça va pas aller en s'améliorant. Tout cela crée de l'incertitude, quelque chose d'imprédictible sur lequel on n'a pas de contrôle, le cocktail parfait pour l'anxiété. Donc l'éco-anxiété, c'est une peur chronique liée aux catastrophes environnementales qui va se baser sur différents éléments. Sentiment d'impuissance, incertitude quant à l'avenir, mais aussi impression de perte de contrôle et culpabilité. Ça peut être parfois aussi une impression généralisée que les fondations écologiques de notre existence sont en train de s'effondrer. Petite parenthèse, comme pour tout, on peut placer les personnes qui ressentent de l'éco-anxiété sur un continuum qui va aller des petites inquiétudes liées aux catastrophes environnementales jusqu'à l'effondrement et les angoisses plutôt massives. Et vous pouvez télécharger notre livret sur l'éco-anxiété qui est disponible sur notre site internet www.raptordeuropsy.com dans l'onglet Café Jurassique. Servez-vous, c'est gratuit. Mais du coup, il y a quand même une question que pas mal d'auteurs se posent. Est-ce qu'on doit parler vraiment d'anxiété ou est-ce qu'on parlerait plutôt de peur ? Je m'explique. Parce que techniquement, l'éco-anxiété implique de l'anxiété. Jusque-là, je n'ai perdu personne. Or, l'anxiété fait référence à une potentielle menace, quelque chose qui pourrait survenir. Je vais peut-être rater cet examen, le rendez-vous que j'ai prévu va peut-être mal se passer, et si les gens ne m'aimaient pas, et si je faisais quelque chose qu'il fallait pas, etc. A contrario, la peur implique quant à elle une menace réelle, bien présente. Elle est justifiée non pas par un événement qui pourrait arriver, mais par un événement qui arrive bel et bien. Et en 2022, on sait très bien que c'est le cas du réchauffement climatique. Alors, peur ou anxiété? Et si on définissait ce dont on parle? Bonne idée, oui. L'anxiété, ça peut être plein de choses. Par exemple, une inquiétude, une tension pénible. Ça va être aussi une anticipation négative au sujet des situations qui sont incertaines. Mais l'anxiété peut être aussi quelque chose d'existentiel lié à notre condition d'être humain et elle peut bien sûr générer un package de symptômes et donc devenir un trouble psychique comme dans le cas des troubles anxieux. Héritée de notre évolution, l'anxiété semble fonctionner un peu de la même manière que les circuits de la peur au niveau du cerveau. Je vous invite d'ailleurs à checker notre vidéo sur la peur et le cerveau qui est sortie il y a à peu près un an. Joyeux Halloween! Un mois en retard. Donc nos sens perçoivent un stimulus qui sera envoyé au thalamus. Ensuite, l'information sera adressée à nos amygdales qui vont participer à la préparation de l'organisme dans sa réponse face à la menace. C'est ce qu'on appelle la voie courte, rapide, qui est utile lorsque le danger est plus extrême et notre survie en jeu. Selon la menace, l'information peut arriver au cortex préfrontal qui va l'analyser plus finement et réguler les réactions de l'amygdale. L'analyse du stimulus met aussi en jeu les hippocampes qui vont jouer un rôle clé dans la mémoire et les souvenirs teintés d'émotions. Et en réponse au danger, notre corps possède une structure dénommée l'hypothalamus. C'est elle qui va coordonner la libération d'adrénaline et de cortisol, les hormones du stress. Avec l'adrénaline, notre corps est prêt à faire face au danger, c'est la fameuse réponse combat-fuite. Ça va donc nous balancer un shot d'énergie avec l'augmentation par exemple du rythme cardiaque et respiratoire. Et quant à lui, le cortisol va maintenir notre organisme, notre corps, dans un état d'hypervigilance et d'alerte, prêt à l'action. Bien entendu,
Quand ça se passe normalement, une fois que notre cerveau estime que la menace est terminée, les réponses sont envoyées à notre organisme pour lui dire « Stop, on arrête cette réaction face au stress ». Mais si la menace ne s'en va pas, ou que notre cerveau considère qu'elle est toujours là, eh bien la réponse de notre organisme se poursuit jamais. Et ce bombardement constant d'hormones face au stress, qui n'ont plus lieu d'être alors, eh bien on a des risques de conséquences à long terme sur tout l'organisme. Problèmes cardiovasculaires et d'hypertension, fatigue, déclin cognitif, soucis immunitaires et de digestion, appétit anormal, stockage de la graisse, et j'en passe. Enfin bref, du coup l'anxiété c'est chaud. Ultra scientifique comme conclusion, l'anxiété c'est chaud. Je pense qu'on va s'arrêter là. L'éco-anxiété peut être un vecteur de changement dans la lutte contre les catastrophes climatiques. La majorité des formes d'éco-anxiété ne sont donc pas pathologiques et sont plus orientées dans une attitude de résolution de problèmes, faire partie de la solution. Et finalement, elle peut être considérée comme un ressenti logique et rationnel, la seule réponse valable peut-être face aux catastrophes climatiques qui se produisent. Le réel problème va plutôt être le déni et l'inaction, mais on n'est pas là pour ça, je vous laisse vous défouler en commentaire. En bref, on aurait d'un côté une anxiété plutôt normale, plutôt logique, rationnelle, qui se baserait sur la compréhension des enjeux, en ayant connaissance des chiffres, de ce qui se passe réellement. Et de l'autre, une anxiété pathologique, plutôt paralysante, qui va survenir de façon disproportionnée et peut-être un peu plus chez les personnes qui sont prédisposées à ressentir, à vivre des troubles psychiques par exemple. Celle-là, elle risque d'entraver le quotidien, et donc là, il faut agir. Depuis quelques années, des enquêtes ont permis de montrer que les niveaux de stress étaient plus élevés par rapport à cette question globale du réchauffement climatique. À savoir que tout le monde peut être concerné par ces angoisses, par cette éco-anxiété, par ces craintes vis-à-vis des catastrophes climatiques. Les plus hauts niveaux d'éco-anxiété ont toutefois été relevés chez les femmes et chez les personnes les plus jeunes. C'est logique, les jeunes sont les personnes les plus concernées parce que c'est leur avenir, notre avenir, je vais m'inclure, qui est en jeu. Et très récemment, en 2022, une enquête a été menée auprès de populations francophones. Elle nous donne des chiffres assez alarmants, comme par exemple savoir que 11,64% des répondants ont dit qu'ils ressentaient fréquemment de l'éco-anxiété, donc dans le sens gênant, et un peu plus de 20% des personnes ont rapporté avoir vraiment des conséquences directes dans leur fonctionnement dans la vie quotidienne. Alors ça fait peut-être qu'une personne sur 5, mais attendez la phrase suivante. Voilà la phrase suivante. Des enquêtes réalisées en France entre 2018 et 2020 ont rapporté que chez 50% des répondants, les changements climatiques étaient une source d'angoisse. Et ce chiffre monte à 72% chez les 18-24 ans, c'est 3 personnes sur 4. 16 130, normalement ça devrait faire 16 132. Lorsque l'éco-anxiété devient problématique et envahissante au quotidien, on va retrouver des symptômes similaires à ce qu'on retrouve dans les troubles anxieux classiques. Attaques de panique, insomnie, pensées obsédantes, rumination, changement d'appétit, etc. Si vous vous reconnaissez dans les descriptions concernant l'éco-anxiété, vous pouvez évidemment vous rapprocher de personnes qui ressentent la même chose que vous pour créer des groupes de parole, des choses comme ça, mais aussi en parler avec votre médecin généraliste ou vous adresser, consulter directement un ou une psychologue ou psychiatre qui sera aussi très bien placé pour traiter de la question. Proposée par une équipe américaine en 2020, la Climate Anxiety Scale, dans l'accent anglais là c'est vraiment chaud, Vous préférez que je dise Climate Anxiety Scale? Coupez la caméra. Donc l'échelle d'éco-anxiété, faisons simple, a été validée en français en 2022. Vous pouvez la retrouver dans notre livret que j'ai cité il y a quelques minutes sur l'éco-anxiété, dans l'onglet Café Jurassique sur le site raptorneuropsy.com. Vous avez l'échelle, toute belle, prête à être remplie. Ce questionnaire vous permettra peut-être d'entamer une réflexion, de faire un peu le point sur où vous en êtes vous par rapport à cette question de l'éco-anxiété et entamer pourquoi pas des démarches si besoin. Donc pour préciser un petit peu, cette échelle va aborder les altérations cognitives et émotionnelles, donc au niveau des pensées, au niveau des ressentis, mais aussi l'impact fonctionnel directement dans votre quotidien. On ne sait évidemment pas encore tout des troubles liés à la santé mentale qui vont être en lien avec l'éco-anxiété et avec cette crainte, cette angoisse liée aux catastrophes climatiques. Mais on a déjà quelques pistes et les études ont déjà permis de mettre en évidence des connexions, des corrélations avec certains troubles que l'on connaît bien. Il y aura par exemple la dépression, l'anxiété, les troubles du sommeil, les troubles de stress post-traumatique ou encore les troubles de l'usage de substances avec tout ce qui est addiction.
Vous comprenez donc bien que l'éco-anxiété peut entraver le quotidien de bon nombre d'entre nous, et c'est pour ça qu'il est important d'avoir cet œil ouvert quand on est chercheur ou clinicien, clinicienne, thérapeute, et qu'on accueille des gens qui ont peut-être cette problématique avec eux. Et je pense ici notamment aux plus jeunes chez qui l'éco-anxiété est en pleine explosion. Encore une fois, c'est logique. A noter que quand on est proche de quelqu'un qui souffre d'éco-anxiété, on peut soi-même ressentir des symptômes typiques du trauma par ricochet. C'est le traumatisme vicariant. Fun fact. En 2018, David Buckel, avocat et activiste pour le climat, s'est immolé en utilisant de l'essence. Ainsi, il revendiquait son suicide comme une représentation de ce qu'on s'inflige à nous-mêmes en tant qu'espèce en utilisant continuellement les énergies fossiles. C'est le premier cas de suicide climatique aux États-Unis. Un fun fact donc. Et après ce message plein de joie, il est temps de parler de pistes et de solutions pour se sortir de l'éco-anxiété et des problématiques qui y sont associées. Let's go! Commençons par les classiques. Pour tenter de réduire l'anxiété, on peut utiliser des traitements médicamenteux comme les antidépresseurs ou les anxiolytiques. Les antidépresseurs vont avoir pour objectif, en général, de maintenir la sérotonine au niveau des connexions entre les neurones, parfois aussi la noradrénaline, ça dépend des molécules qu'on utilise. Et l'idée, ça va être de faire dire à nos neurones « c'est bon, c'est ok, tu peux être heureux ou heureuse maintenant ». Quant à eux, les anxiolytiques vont plutôt jouer sur le GABA, qui est un neurotransmetteur inhibiteur et qui lui va diminuer, réduire l'hyperanxiété liée aux pensées anxieuses, par exemple, au niveau du cerveau. Il est également possible, bien évidemment, d'utiliser d'autres méthodes thérapeutiques, comme par exemple les thérapies cognitivo-comportementales, les TCC, mais aussi la thérapie cognitive basée sur la pleine conscience, et sûrement plein d'autres thérapies que j'évoque pas ici, mais c'est celles que j'ai retrouvées dans les études. Et au quotidien, la baisse de l'anxiété va aussi se jouer dans l'activité physique, la pratique du sport ou par exemple du yoga. Lutter contre l'anxiété, c'est aussi prendre du recul. Il y a plus de 15 ans déjà, Thomas Doherty, professeur de psychologie à l'université de l'Oregon, posait quelques bases. L'intéressé évoquait tout d'abord la nécessité d'affirmer, d'accepter cette anxiété que l'on peut ressentir, mais aussi, c'est peut-être là le plus compliqué, d'accepter le désespoir écologique et les limites de ce qu'on peut faire nous en tant qu'individus. Affronter l'éco-anxiété, c'est donc accepter notre rôle, mais aussi savoir prendre soin de soi et mener les actions qui nous semblent les plus justes sans s'oublier au passage. Ça va être maintenir ses activités plaisantes, les loisirs, les relations, le sport, le repos, etc., tout en faisant des choix de consommation éclairés. L'éco-anxiété ne pourra pas disparaître, parce que l'objet de l'anxiété, les catastrophes climatiques, ne disparaîtront pas. Il faut donc apprendre à vivre avec et à adopter des stratégies pour faire face à ça dans notre quotidien. Alors il y a bien un article super intéressant dont je voudrais vous parler ici qui nous vient de l'université de Winnipeg au Canada et du coup c'est une équipe de chercheurs et de chercheuses qui nous propose 11 points pour lutter contre l'éco-anxiété, pour discuter de ça, pour accepter ça, notamment en contexte éducatif, mais pas que. Les stratégies sont regroupées en 3 parties, émotions, problèmes, signification. Concernant les émotions, ça va être déjà légitimer, explorer les expériences émotionnelles, en individuel comme en groupe. Par exemple, tenir un journal de réflexion personnelle où on va noter les émotions associées, ce qu'on ressent quand il y a ces notions de catastrophe climatique et quand on a ces pensées dirigées vers ça. Ça va être aussi valider l'expérience et rappeler la normalité du vécu et des émotions ressenties. Par exemple, en visionnant des témoignages d'autres personnes partout dans le monde qui ressentent les mêmes problématiques. Mais travailler sur les émotions, ça va être aussi discuter et développer du soutien social, offrir des espaces de parole qui permettent d'échanger sur les vécus émotionnels. Par exemple, mettre en place des groupes de parole ou de soutien. Et enfin sur ce point, il est primordial de prendre soin de soi, on en a déjà parlé, et de passer du temps dehors. Par exemple, en pratiquant la pleine conscience ou en acceptant, en respectant les besoins des gens d'aller parfois à l'extérieur. Ensuite, il peut être intéressant de décomposer le problème et d'identifier des actions concrètes, car la prise d'action offre un sentiment de contrôle et permet de réduire l'anxiété et d'augmenter le sentiment d'auto-efficacité. Aussi, fournir de l'information de qualité et accessible pour toutes et tous, par exemple faire des recherches en groupe puis des exposés, rend plus facile l'engagement car alors on comprend où et comment agir. Enfin, on peut encourager les actions locales, ça va être par exemple réfléchir à la mise en place d'actions près de chez nous pour encourager petit à petit le changement écologique. Dernier élément, le travail sur la signification. Il passe par le fait de trouver un sens positif en lien avec la crise et les défis qu'elle soulève.
Par exemple, réfléchir aux impacts positifs, comme le fait que ça peut nous rapprocher socialement, ça peut demander de la créativité, de l'innovation, des nouvelles idées. Ça implique aussi de réimaginer le futur, en donnant des opportunités de rêver à ce que serait un avenir durable, en mettant l'accent sur la créativité et l'innovation de chacune et chacun. Par exemple, essayer d'imaginer, d'écrire, de décrire ce que peut être un futur sain et heureux, loin des images apocalyptiques qu'on nous vend tous les jours. Et enfin, rien de tel que de donner des exemples positifs et inspirants, par exemple en découvrant chaque semaine des exemples de choses qui se sont créées dans le monde, de personnes qui ont milité, d'actions qui se sont mises en place, etc. La sagesse climatique, c'est avant tout agir sur ce qu'on peut contrôler sans se laisser submerger par une responsabilité qui nous dépasse en tant qu'individu. À noter, et c'est peut-être important de faire germer un peu cette idée, que nos jugements et nos raisonnements sont aussi perturbés, faussés par des biais cognitifs, on en a déjà parlé il y a une bonne année et demie en vidéo, et ces biais nous font croire que le monde est pire que ce qu'il n'est réellement. On voit tout en noir et blanc, on voit plutôt le négatif, on se focalise sur la peur, on exagère, on va vers le plus simple, etc. Également, on manque cruellement d'histoires positives qui contrecarreraient un peu cette vision apocalyptique du futur. Les solutions qui émergent partout sur le globe sont finalement tues, empêchées par le bombardement incessant d'informations angoissantes par les médias. Cultiver une sagesse climatique, c'est orienter son esprit autrement et appréhender l'information différemment. S'attendre aux mauvaises nouvelles délivrées par les médias et se défendre contre elles, mais aussi apprendre à lire les graphiques et les données de ce qu'on nous montre, avec recul et esprit critique. Ça va être aussi dépasser l'instinct de peur, mettre les choses en perspective et traiter l'information avec patience. C'est aussi, très important, savoir dire non et se reposer, car le combat ne s'arrêtera pas durant notre pause. Rappelons que personne ne gagnera cette bataille seul. Hello complexe du sommeur, comment ça va? Imhotep? Je te fais un petit café, tranquillou? Si vous faites ce que vous pouvez pour rester informé, si vous agissez de manière éco-responsable par rapport à ce que vous avez comme information, eh bien vous faites certainement un très bon job. En prenant la crise climatique au sérieux, vous prenez part à quelque chose d'important et vous faites partie de la solution. Alors ne perdez pas espoir. Une question aussi importante qui est souvent sur la table, c'est comment est-ce qu'on parle de tout ça aux enfants? Prendre conscience de son anxiété est bien sûr un premier pas, mais l'idée va être de ne pas la transmettre telle qu'elle à nos chers petits bambins. Néanmoins, il est important de rester authentique, honnête et sincère parce que les enfants détestent qu'on leur mente. Les adultes aussi d'ailleurs. Et dites-vous aussi que les non-dits peuvent être encore pires parce que l'imagination débordante des enfants va les amener à croire des choses peut-être encore plus horribles. Je suis un peu en train de faire de la culpabilisation, on va reprendre le chemin de la vidéo tranquillement. Vous pouvez donc donner des pistes aux enfants, leur expliquer comment ils peuvent agir par le biais d'actions qui vont être plaisantes, agréables et naturelles. Soyez là lorsque les enfants auront besoin de parler de ce sujet qui peut être angoissant, mais vous n'aurez pas toutes les réponses et c'est bien normal, personne sur cette bonne vieille terre ne les a. Si vous arrêtiez le bordel avec la fonte de la banquise, ça irait beaucoup Là, Géraldo, on mieux. a dit la polémique, c'est pas tout de suite. Enfin, focalisez-vous sur les bonnes nouvelles et cultivez ainsi l'espoir de celles et ceux qui seront notre avenir. Les enfants sont notre avenir, économisons-les. Je vais conclure, avant la conclusion, sur le message aux générations des années 90 et 2000 qui est formulé par Sarah Ray, qui est docteur en sciences de l'environnement et qui a beaucoup écrit sur le sujet de l'éco-anxiété. Les personnes de votre génération partagent une conscience grandissante du fait que les effets du changement climatique ne sont ni abstraits ni lointains, mais se ressentent déjà. Tandis que les changements climatiques sont ressentis par de plus en plus de gens, les frontières entre ceux qui s'inquiètent d'une future apocalypse et ceux qui la vivent déjà seront de plus en plus floues. La génération du climat est à la croisée de cette histoire. Vous avez des compétences et attitudes dont la planète a besoin. Savoir-faire avec les réseaux sociaux pour créer des formes innovantes de vie civique et organiser des communautés, perte de foi dans les institutions existantes, conscience de la nécessité d'affronter cette crise existentielle avec résilience et solidarité. Et elle de conclure, vous fabriquez votre propre histoire pleine de courage et n'écoutez plus les histoires que les anciennes générations racontent sur vous. Bim! Foutue humanité, les manchots empereurs Arrête vaincront. avec la rage et la haine, Géraldo.
Alors on y croit? Est-ce qu'on conserverait pas un, certes mince, mais existant espoir par rapport à notre avenir, celui de notre espèce et celui de notre planète? Bon, peut-être pas. Et si notre regard changeait? Si on passait de cette notion de sacrifice individuel et de déni à quelque chose de l'ordre du bien-être, du partage, finalement de l'abondance, en termes d'humanité? Bon, en vrai, j'en sais rien, j'essaie juste de faire un message un peu optimiste pour la fin. Laissons-nous un peu méditer sur ces questions. Quant à moi, je vous laisse ici mes petits dinosaures. J'espère que cette vidéo vous aura apporté un peu de réconfort, vous aura donné des informations et vous aura permis surtout de rappeler que nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. On se retrouve dans un mois pour la vidéo bêtisier, comme tous les ans pour l'année 2022. Haut les cœurs, force et honneur, ciao!